actions du gouvernement que nous sommes en train de mettre en œuvre. Comme vous le savez, ce programme procède en fait de la vision dans la révolution de la modernité inspirée par le chef de l'État. Mesdames et messieurs de la presse, le point d'aujourd'hui va s'articuler autour de quelques points principaux qui sont les aspects sécuritaires, diplomatiques et politiques, les aspects économiques et sociaux, les aspects monétaires et financiers, mais aussi les aspects des perspectives, parce que nous sommes en plein 2014. S'agissant des aspects politiques, sécuritaires et diplomatiques, il convient de noter que le bilan principal du gouvernement tourne autour du succès éclatant. Succès héroïque, succès historique. Les forces armées congolaises sur les forces négatives, sur les forces du mal. Ces forces symbolisées par les mouvements M23. Comme vous le savez, les forces armées congolaises ont gagné une victoire militaire éclatante sur les collines de Tchanzu, de Runyoni, qui sont considérées comme des collines de la mort. J'ai eu, avec l'autorisation du chef de l'État, le privilège d'arriver juste après la victoire sur les collines de Mbuzi, de Tchanzu et de Runyoni et avoir la possibilité d'admirer les forces héroïques de l'armée congolaise. C'est une victoire éclatante. Et comme vous le savez, c'est une victoire historique parce que c'est pour la première fois, quoi qu'on en dise, que les forces armées congolaises gagnent une victoire de manière aussi autonome. Bien sûr, cette victoire, comme vous le savez, procède du leadership fort du chef de l'État qui a mis tous les moyens, à la fois stratégiques, tactiques et financiers, pour arriver à bout de ses forces, au moment où personne n'y croyait. Nous devons donc féliciter le commandant suprême pour cette victoire, et surtout louer l'engagement ferme de nos forces armées. Les forces armées congolaises se battaient contre un ennemi qui avait certainement l'expérience des collines. Et du point de vue tactique, vous savez, lorsque l'ennemi est perché, il vous faut 4 unités contre une unité en haut. Mais les forces armées congolaises, avec tout l'engagement, avec toute la détermination, toute la volonté et la discipline qui s'est installée autour de nos troupes, ont gagné cette guerre. Cette guerre procède aussi de la volonté du chef de l'État de mettre fin à l'insécurité. Nous voudrions profiter de cette occasion pour remercier aussi la communauté internationale qui s'est effectivement très engagée
en faveur de la cause noble de la RDC. Donc, au-delà de cette victoire militaire, il y a certainement une victoire politique, diplomatique, dans laquelle le chef de l'État s'est totalement engagé. Pour mémoire, il était régulièrement à Kampala, il était à Addis Abeba, il était en Afrique du Sud, il était à New York, et à tous ces endroits, le chef de l'État a défendu la cause noble de la RDC et la justice l'a remportée. Du point de vue des réformes sécuritaires, beaucoup a été fait dans ce domaine aussi, ce qui explique effectivement cette victoire, parce que la RDC s'est engagée dans un plan de réformes sécuritaires qui a permis de revitaliser les services de l'armée, les services de sécurité, et qui ont joué un rôle important pour permettre aux forces armées congolaises d'arriver au bout de ces ennemis de la paix, de ces ennemis de la sécurité. Mais le gouvernement a travaillé dans le plan de réforme des forces armées congolaises avec l'appui des partenaires extérieurs pour assurer une formation régulière dans les centres de formation des non-militaires et des officiers qui ont été équipés en armement. Nous avons eu des unités spéciales qui ont été formées. Nous avons la bancarisation qui a permis d'apporter des ressources régulièrement à nos troupes qui étaient au front, mais il y a aussi cette moralisation des troupes qui a été faite, qui fait qu'aujourd'hui, lorsque les FARDC ont gagné cette victoire, c'était une victoire sans tâche, c'était aussi une victoire de moralité, parce que jamais vous n'avez attendu que les forces armées congolaises ont perturbé la paix sociale des familles qui étaient dans les zones d'opération. Donc, coup de chapeau à nos forces armées congolaises qui ont acquis des habitudes des professionnels, non seulement du point de vue militaire, mais du point de vue éthique. Du point de vue diplomatique et politique, comme je l'ai dit, le président de la République, chef de l'État, a engagé la République dans le respect de l'accord cadre d'Addis Abeba, comme vous le savez. La République démocratique du Congo est signataire de ces accords et nous avons noté la réalisation de beaucoup de progrès dans les engagements qui ont été pris par la République démocratique du Congo. Il y a aussi le fonctionnement régulier de nos ambassades et postes consulaires qui ont permis donc à nos unités diplomatiques de pouvoir travailler comme il faut. Il y a aussi certainement le paiement des arriérés que nous avions dans différentes institutions, organisations internationales, mais il y a aussi les concertations nationales qui ont été initiées par le chef de l'État et qui ont permis une consolidation de la cohésion nationale avec des objectifs qui, comme vous le savez, devront être atteints sous l'impulsion du chef de l'État. En ce qui concerne la situation économique et monétaire, mesdames et messieurs de la presse, après ce survol de la situation politique, sécuritaire et militaire, je voudrais aussi m'appesantir sur les réalisations économiques et financières. L'élément le plus important ou des références, c'est la stabilité du cadre macroéconomique. Devant l'Assemblée nationale, devant les députés, j'ai souligné cet aspect de la stabilisation du cadre macroéconomique parce que en elle-même, cette stabilité constitue un événement politique et économique de notre pays. Jamais dans l'histoire de notre pays, la RDC n'a réalisé une stabilité macroéconomique aussi permanente comme aujourd'hui.
Et ceci dans un environnement économique international et national perturbé. Du point de vue international, nous avons la récession en Europe, dans la zone euro, avec des politiques d'austérité budgétaire. Rappelez-vous de la rigueur. Nous avons aussi remarqué une certaine baisse de la croissance dans des économies fortes, émergentes, comme la Chine, comme les économies asiatiques. Ralentissement de la croissance, qui est passé de 2 chiffres à moins d'1 chiffre. Du point de vue national, l'économie congolaise fonctionne dans un environnement de guerre. Mesdames et messieurs de la presse, vous connaissez vous-même la relation qui existe entre la guerre et les taux d'échange et les prix intérieurs dans ces pays. Autant l'environnement économique international était perturbé, autant l'environnement national était grevé par des perturbations à l'est du pays. Mais en dépit de tout cela, nous avons réalisé un taux d'inflation de 1%, qui propulse la RDC dans les top 1 du continent africain. La RDC est le seul pays en Afrique qui aura réalisé les taux d'inflation de 1%. Et ceci depuis 1960. Les statistiques peuvent vous être données par la Banque centrale parce qu'elles ne sont pas produites par la primature. Nous avons réalisé un taux d'échange stable avec un taux de dépréciation monétaire en dessous de 1%. Comme vous le savez, depuis près de 4 ans aujourd'hui, notre taux d'échange tourne aux environs de 920-923 francs congolais les dollars. Pour la petite histoire, mesdames et messieurs de la presse, pour que vous compreniez, vous qui êtes de la presse, à fin décembre 2009, le Fonds monétaire international, ensemble avec le gouvernement, projette les taux d'échange à 1200 francs congolais à fin décembre 2010. Ces documents existent. Fonds monétaire international, gouvernement, disent, après examen minutieux, avec toute la rigueur reconnue au Fonds monétaire international, que la RDC fera un taux d'échange de 1200 francs congolais à fin décembre 2010. Aujourd'hui, nous sommes à combien, mesdames et messieurs de la presse? Ces résultats de stabilisation du cadre macroéconomique est profitable à l'ensemble de la population. Parce que d'aucuns croient que la stabilité n'a pas de profit social. Comme je l'ai dit devant les députés, le premier bénéficiaire de la stabilité du cadre macroéconomique sont les moins aisés, ceux dont les revenus ne sont pas indexés, ceux qui touchent en francs congolais, ceux qui ne voient pas les dollars comme vous et moi dans cette salle ici. Je peux les citer. Les mamans maraîchères, celles qui vendent les ndunda, elles savent la portée d'un taux d'échange qui ne change pas, des prix qui ne s'envolent pas. Parce que quand elles vendent les ndunda, des très célèbres pépinières de Bandal, parce qu'apparemment ça n'existe plus, et que des fruits de vente, elle doit aller acheter les cahiers, elle doit acheter les stylos, elle doit aller acheter les mpiodi qui sont importés et qui sont indexés. Elle sait évaluer les prix de la stabilité.
les fonctionnaires qui touchent un franc congolais, les policiers, les militaires qui touchent un franc congolais, dont les salaires irréguliers et dont l'augmentation a été faite au cours de l'année dans des proportions compatibles avec l'enrichissement du pays, savent ce que c'est la stabilité des prix et des taux d'échange. Parce que quand on a 10 000 francs supplémentaires, on sait effectivement accroître ses capacités d'achat des produits sur le marché des biens et services. Donc, mesdames et messieurs de la presse, il est important que vous sachiez que la stabilité a un effet social important. Je sais que vous étiez les principaux animateurs de l'expression « au taux du jour », qu'on vous a enlevé de votre estime. Quand on vous posait la question, comment vous avez dit « au taux du jour », est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez répondre au nom de la stabilité? La stabilité, mesdames et messieurs de la presse, permet aux opérateurs économiques de mieux planifier leurs économies, de mieux acheter et de mieux vendre, d'investir et d'espérer des dividendes. Le taux de croissance économique de la RDC à fin décembre 2013 est allé à 8,5%. Ainsi, la RDC est propulsée dans les top 3 du continent africain. Le taux de croissance de 8,5% est le tout premier depuis 1970. La relation entre stabilité et taux de croissance fait qu'aujourd'hui, notre économie peut, sans beaucoup de difficultés, projeter les taux de croissance à des chiffres. La croissance économique, mesdames et messieurs de la presse, c'est ça l'indicateur clé pour mesurer la création de richesses. Si vous devez augmenter les salaires, si vous devez faire des routes, des hôpitaux, de ceci, vous devez créer des richesses, vous devez créer des revenus. Et ces revenus doivent être distribués. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous dire que la stabilité macroéconomique, la stabilité des réserves d'échange, parce qu'aujourd'hui nous avons atteint 1,7 milliard de dollars, un peu plus d'1,7 milliard de dollars, alors que nous ne sommes pas en programme avec le Fonds monétaire international, nous n'avons pas reçu d'appui budgétaire, mais nous avons accru nos réserves d'échange pour donner davantage de sécurité à la monnaie nationale. Nous devons vous dire, mesdames et messieurs de la presse, que cette stabilité macroéconomique, cette création des richesses nous a permis d'orienter les ressources vers le secteur social. Parce que le programme du chef de l'État, président de la République, est axé sur l'amélioration du social, sur l'amélioration du vécu quotidien de la population congolaise. Qu'est-ce que nous avons fait dans le social, mesdames et messieurs de la presse? Parce que c'est le plus important pour certains d'entre vous qui sont parfois moralisés par certains qui ne voient pas le vert là où il est, mais qui voient les rouges partout, il y a du jaune, il y a du vert. Le social, mesdames et messieurs de la presse. Je vous ai déjà donné l'aspect social, de la stabilité du cadre macroéconomique, mais je voudrais aussi vous donner quelques exemples du social dans lesquels votre gouvernement est très engagé. Y a-t-il des domaines qui représentent le caractère social plus que l'éducation, plus que la santé? Parce que vous et moi, si nous nous trouvons aujourd'hui dans cette salle de la primature,
en train d'échanger en français, c'est parce que nous avons étudié. Et souvent dans de très bonnes écoles, parce que nous tous, c'était à l'époque. Et souvent gratuitement d'ailleurs. Le social, faut-il qu'on vous l'amène dans quel type d'assiette? Si on vous amène l'éducation, celle qui vous permet demain après-demain de rentabiliser vos capacités intellectuelles, y a-t-il plus social que l'éducation? Aujourd'hui, grâce à la vision du président de la République, grâce au programme du chef de l'État, grâce aux instructions du président Joseph Kabila Kabange, nous avons un programme de 1000 écoles que nous sommes en train de construire. Avant d'entrer dans la salle, j'ai posé la question au patron de l'enseignement primaire et secondaire. Il me disait ceci: 130 écoles ont été livrées. Moi-même, j'en ai été témoin pour quelques-unes ici à Kinshasa. Aussi, dans le sud du Kivu, à Djomba, je crois qu'on était avec le vice-premier Mokoko, on a vu une école qui a été construite pendant que l'Est était occupé par la rébellion. La rébellion traquait la population, mais nous, le gouvernement, sous l'impulsion du chef d'État, nous construisions les écoles. Mesdames et messieurs de la presse, en plus des écoles qui sont construites, le ministre nous dit qu'il y a 237 qui sont en cours de finition, donc qui seront livrables d'ici. Un programme de 1000 écoles, je pense que ça, c'est du social. La santé. Le ministre de la Santé me disait tout à l'heure qu'il y a des équipements pour 135 écoles qui sont déjà là. Centres de santé. 135 centres de santé qui sont déjà disponibles. Réception. Et nous sommes dans un programme de 1000 centres de santé et 300 hôpitaux dans l'ensemble de la République. La santé et l'éducation sont les piliers du social. Parce que si nous sommes là, c'est parce que nous sommes en bonne santé. Si quelqu'un avait des maux de tête, il ne viendrait pas. Si quelqu'un n'a pas étudié, il chercherait certainement un interprète pour qu'on lui dise « mais qu'est-ce qu'il dit ?» Mesdames et messieurs de la presse, nous devons être conscients de l'action sociale que le gouvernement est en train de faire sous l'impulsion du chef de l'État. Je voudrais aussi parler du secteur des transports. Je vois le ministre des Transports qui est là. Avant d'entrer ici, il me disait il y a 70 bus nouveaux, pas d'occasion, qui vont accoster à Boma bientôt. 70. Et qui vont propulser le stock actuel de bus à 300 bus. Pour votre mémoire, mesdames et messieurs de la presse, le stock le plus élevé que Sotraz ait jamais atteint, c'était 300 bus. Du temps où la Gécamine produisait 1 milliard de dollars. Aujourd'hui, votre gouvernement, sous la haute impulsion du chef de l'État, nous venons d'atteindre les 300 bus en moins de 2 ans. Le ministre me disait, il y a 200 qui vont arriver encore d'ici avril. Donc on va être à 500 bus ici en avril. Et probablement, avant la fin de l'année, à 1000 bus. Donc les 207 seront classés dans la mémoire triste de la République. Mesdames et messieurs de la presse, y a-t-il le plus social que d'assurer un transport sécurisé de l'ensemble de la population? Les logements. Vous êtes en train de voir des logements qui se réalisent ici et là, mais il y a aussi des programmes qui sont impulsés par le gouvernement. Programme de 1000 logements, notamment dans la périphérie de l'ancienne pépinière des Bandalongo. Et ce sont des logements qui sont faits pour permettre à la population d'accéder à des coûts relativement acceptables. L'agriculture, c'est du social.
vous avez vécu ensemble avec nous la renaissance de Daipen. Ce patrimoine présidentiel de haute portée. Daipen a commencé à produire. Nous avons fait une perfusion financière de plus de 15 millions de dollars et nous sommes en train de doubler cette perfusion à 30 millions de dollars. Mais le plus important, je voudrais souligner, mesdames et messieurs la presse, c'est que nous ne voulons plus faire l'agriculture comme à l'époque de nos grands-pères. Nous avons le projet de créer plusieurs parcs agro-industriels qui permettent une production industrielle à des coûts relativement réduits, qui permet de créer des fermiers congolais. Désormais, au lieu d'avoir une ferme avec une pancarte, ferme de M. X, où on se retrouve chaque week-end pour passer le beau temps, ça devra être désormais des parcs. Quand vous y entrez, vous trouvez quelqu'un avec une figure de travailleur. J'ai entendu pas de jouissance. Des jouisseurs. Voilà. Nous voulons créer aussi des fermiers agricoles. Mesdames et messieurs la presse, Dieu nous a tout donné. La terre, la pluie, l'eau, les ruisseaux. Désormais, le chef de l'État nous donne la possibilité de rentabiliser cette terre. Il y aura donc des parcs agro-industriels. Le domaine de l'électricité. Je vois le ministre qui est là. Si nous faisons du domaine de l'électricité le point culminant de presse, je crois que nous allons rester ici. Parce que, en dépit des délestages qu'il y a dans la ville de Kinshasa, il y a des progrès qui sont en train de se réaliser. Mais on est tombé tellement très bas que certains progrès ne sont pas appréciés. Mais il y a des points de lumière qui sont en train de monter. Les travaux continuent sur les grands Katende dans le Kassai. Les travaux continuent sur Kakobola dans le Bandundu. Et d'autres initiatives sont en train d'être prises dans l'ensemble de la République pour essayer de mettre fin à cette crise, à ce déficit énergétique qui, comme vous le savez, plombe la croissance. Notamment dans la province minière d'Ikatanga, où les envolées d'industrie minière sont confrontés à des problèmes de crise énergétique. Mais vous le savez, mesdames et messieurs la presse, la solution viendra aussi de Inga 3, où nous avons été nous-mêmes avec certains partenaires au développement, qui sont très engagés à pouvoir amener la RDC à vaincre cette crise énergétique. Il est important que vous le sachiez que lorsque Inga 3 sera réalisé, on sera donc à mesure non seulement de produire pour la consommation intérieure, mais aussi de produire pour l'exportation. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, quelques éléments économiques et quelques éléments sociaux, parce que nous ne pouvons pas reprendre tous les éléments de notre programme d'action ici. Après avoir évoqué les questions politiques, diplomatiques, sécuritaires, après avoir évoqué les questions économiques et financières, après avoir parlé des aspects sociaux, je voudrais parler des perspectives en 2014. Quelles sont les actions que le gouvernement projette en 2014? Perspectives. Évidemment, du point de vue sécuritaire, c'est très important. Personne ne voudra plus revoir la rébellion à l'est du pays. Et je crois que ça fait partie des préoccupations du président de la République. Il ne cesse de nous répéter, et il nous l'a dit à Goma, à l'ensemble des membres du gouvernement ici, certes,
nous avons atteint la fin du mouvement M23, mais sachez que la paix et la sécurité demeurent la priorité des priorités du gouvernement. Nous devons sécuriser l'Est du pays, et ce sont les instructions du commandant suprême. Les perspectives dans ces cadres, c'est aussi mettre fin à tous les groupes armés qui pilulent dans l'Est du pays. Et vous voyez comment les forces armées congolaises sont en train de voler de victoire en victoire en traquant les éléments de l'AFDF. Donc ça, c'est un élément important pour pouvoir renforcer la cohésion nationale tant recherchée par l'ensemble du pays. Nous devons aussi organiser les élections. Et je crois que nous sommes en train d'attendre que la CENI, qui a été réformée, puisse déposer son plan, en tout cas d'action, pour 2014 au niveau de l'Assemblée nationale. Mais d'ores et déjà, nous devons vous dire que nous sommes très engagés dans ce domaine pour permettre à la CENI de pouvoir atteindre les objectifs qui lui sont donc assignés. Du point de vue économique et social, nous avons les objectifs d'atteindre les taux de croissance à des chiffres. En tout cas, si nous ne l'atteignons pas, l'objectif serait vraiment de l'approcher. Parce que si nous voulons améliorer les conditions de vie de nos populations, nous devons créer des richesses davantage. Nous devons continuer l'amélioration des infrastructures socio-économiques. Les routes, on ne va pas s'arrêter. Les hôpitaux, les écoles, on doit continuer. Tout ceci pour améliorer les conditions de vie de la population. Notre souhait, c'est que Inga 3, Kakobola, Katende, et Pianamwanga et les autres puissent effectivement avancer en 2014. Nous devons évidemment accroître les parcs de bus et essayer d'atteindre toutes les provinces en 2014. C'est ça les instructions que nous avons reçues du commandant suprême. Il faut que le transport devienne effectivement un patrimoine national et non pas le patrimoine de la ville de Kinshasa. Parce que les problèmes de transport se posent dans l'ensemble de la République. Nous devons donc lancer le parc agro-industriel. Le tout prochain, en principe, devra être lancé dans la province du Bas-Congo, non, plutôt des Bandundu, à Bukangalonzo, si je prononce très bien le terme. Donc, c'est du concret parce que nous avons déjà de l'argent. Vous savez aussi que l'année 2014 verra la finalisation de l'aérogare modulaire d'Ndjili. En attendant les travaux, la construction d'un aérogare moderne aux dimensions de notre pays, dont les travaux seront certainement lancés en 2014, mais qui pourront durer 2 à 3 ans. Mais tout au moins, notre aéroport modulaire, aux standards et aux exigences internationales, devrait être opérationnel en 2014. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, à plus ou moins brosser les résultats de l'action gouvernementale en 2013 et les perspectives en 2014. Je vous remercie pour votre meilleure attention. Est-ce le Premier ministre sortant est démissionnaire ou est-ce le chef du gouvernement du futur, ou est-ce le chef du gouvernement du futur gouvernement justement de cohésion nationale? Merci.
Merci pour l'agence de presse. Une question. Vous avez abordé la question sécuritaire, donc je parle sous la guerre du M23. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez présenté votre bilan sur le Premier ministre? Nous pouvons savoir à combien vous estimez les dépenses liées au pourparlers des Kampala à côté de notre président. Merci. Une dernière question. Ngoï Marcel, du journal La Prospérité. Monsieur le Premier ministre, où serait passé l'auteur, la personne qui a revendiqué les événements du 30 décembre? Je parle bien de Paul-Joseph Mokongobela. Parce que dans votre introduction de tout à l'heure, vous n'en avez pas parlé. L'un de vos ministres va affirmer devant l'Assemblée nationale qu'il serait en Afrique du Sud. En tant que Premier ministre, quelles sont les dispositions que vous avez déjà prises pour négocier son extradition? Les fonctions du Premier ministre, l'auteur de la question voudrait savoir s'il s'agit d'un Premier ministre démissionnaire, d'un Premier ministre sortant ou d'un Premier ministre qui se projette en 2014. Sur cette question-là, je voudrais donner les réponses ci-après. D'abord, nous devons savoir que les hommes passent et les institutions restent. Ceci est très important, mesdames et messieurs la presse. Nous devons aussi nous habituer à la normalité de la gestion de la chose publique, à la normalité de l'exercice des fonctions publiques. Ceci est très important parce que ce n'est pas parce qu'on a annoncé la formation d'un gouvernement de cohésion nationale que le gouvernement actuel doit cesser de travailler. Imaginez-vous, mesdames et messieurs la presse, si nous devions cesser de travailler depuis octobre 2013 jusqu'à aujourd'hui. Il n'y aura plus un ministre des médias qui vous donnerait le point sur l'événement du 30 décembre, l'événement du 2 janvier, parce que vous dites qu'il ne peut pas travailler. Il n'y aura pas de dépôt du budget à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le ministre de l'Agriculture ne serait pas rentré de l'Allemagne où il a participé à un séminaire international important. Je pense, mesdames et messieurs la presse, que lorsqu'on annonce la formation d'un gouvernement, l'équipe en fonction travaille jusqu'à la remise et reprise. Ça, ce sont les notions d'élégance professionnelle. Donc, en tant que Premier ministre en fonction, ai-je mal fait de vous réunir pour faire les points? Parce que vous diriez que voilà, il a failli à ses obligations. Il cache quelque chose. Ai-je mal fait de vous réunir pour faire le point de la situation en 2013? Non. Ai-je mal fait, sur base de ce qu'on a vécu en 2013, de projeter ce qui se fera en 2014? Que cela soit fait par l'équipe actuelle ou par l'équipe qui vient. Non, je pense que nous devons nous habituer à la normalité des choses. Donc, la question du gouvernement prochain procède de la vision du président de la République et de son pouvoir discrétionnaire avec sa majorité. Il a annoncé, restons patients, la patience fait partie des vertus des hommes. S'agissant des dépenses de Kampala, je n'ai pas les chiffres en tête, mais tout ce que je dois vous dire, c'est que dans leur totalité, les négociations de Kampala étaient prises en charge par le Trésor public, y compris les éléments de M23. Vous comprenez pourquoi, pour certaines personnes, il fallait que ces négociations continuent. Heureusement que le chef de l'État savait qu'il va mettre fin au mouvement M23. Et le mouvement a pris fin et les négociations se sont clôturées de la manière dont vous savez à Nairobi. Et pour le moment, nous ne dépensons plus rien du trésor public. Donc les montants, je ne sais pas vous le donner,
Mais je vais demander au ministre des Finances de vous les communiquer. Dernière question. Où se trouve l'auteur des événements du 30 décembre 2015? Comme vous le savez, il est hors du pays et toutes les dispositions sont prises au niveau diplomatique pour qu'il puisse répondre de ses actes. Merci. Willy Kalinga, Géopolis. Monsieur le Premier ministre, tout en me réjouissant des chiffres que vous avez donnés sur le cadre macroéconomique, le taux de croissance et l'inflation, j'ai quand même constaté qu'il y a un ralentissement des réformes en 2013. Et je m'en veux pour savoir pourquoi est-ce que jusqu'à ce jour, on n'est pas en programme avec les FMI, alors qu'en fin 2012, vous aviez quand même été optimiste que nous pourrons rentrer en programme. Est-ce que, avez-vous l'impression que nous avons échappé au point de basculement? Parce que les réformes qui étaient engagées jusqu'en 2012, nous allons arriver à un point où nous pourrions basculer maintenant vers la vraie croissance, c'est-à-dire celle qui sera une croissance inclusive et qui pourra peut-être diversifier notre économie. Alors je voudrais savoir pourquoi, jusqu'à ce jour, les fonds internationaux ne partagent pas votre optimisme par rapport à ce qui a été fait. Nous allons Monsieur le Premier ministre, le kilo de viande en Assisi revient à 700 francs. La bonne viande, le fromage coûte moins cher qu'en Belgique et en France. Là, c'est à Assisi. À Kinshasa, nous importons des pommes de terre d'Afrique du Sud, inodores et incolores. Nous importons le fromage de l'Afrique du Sud toujours. Tout ça à cause du prix de transport au niveau du fret qui est très élevé. Quelle est la question? Agence France-Presse. Monsieur le Premier ministre, vous avez évoqué certains succès remportés par votre gouvernement sur le plan économique sans l'aide du Fonds monétaire international. Différents d'ailleurs aujourd'hui aimeraient la reprise du programme d'assistance du Fonds pour affiner leurs décisions d'investissement. Pouvez-vous nous dire où le gouvernement en est de cette négociation avec ce fonds? Le gouvernement veut-il reprendre le programme qui avait été conclu ou en négocier un autre? Ou estime-t-il qu'il peut s'en passer? Merci. Excellence, j'ai une préoccupation par rapport Monsieur André Ipakara, la référence plus. Je disais, la réussite de tout le programme est fonction de l'adhésion populaire. J'aimerais savoir ce que le gouvernement est en train de faire pour réussir le changement des mentalités des Congolais pour la réussite de toutes vos initiatives, notamment le cas de la corruption. Je commence par Willy Kalinga de Géopolis, qui pense qu'il y a eu ralentissement des réformes économiques en 2013 et qui pose la question pourquoi on n'est pas en programme avec les Fonds monétaires internationaux. D'abord, je voudrais vous dire qu'il n'y a pas eu ralentissement des réformes en 2013. Les réformes, nous avons continué à les appliquer. Vous ne pouvez pas dire que la bancarisation, ce n'est pas une réforme. Peut-être vous n'êtes pas fonctionnaire de l'État, vous ne savez pas ce que c'est le bénéfice d'une bancarisation. Un fonctionnaire qui manquait 10 000 francs congolais chaque mois, ce que c'est le prix d'une réforme qui s'appelle bancarisation. C'est une réforme. Et nous l'avons fait sans le Fonds monétaire international. Ils ne sont pas en programme avec le Fonds monétaire. D'autres réformes dans le domaine fiscal, dans le domaine des hydrocarbures, dans le domaine de l'électricité, sont en train d'être opérées. Dans le climat des affaires, dans le domaine des guichets uniques et tout ça. Donc, nous faisons beaucoup de choses. Et ces réformes sont courageuses, parfois douloureuses. Et ce sont ces réformes-là qui justifient
la fameuse stabilité du cadre macroéconomique et le fameux taux de croissance économique. Ce sont les ressorts de la stabilité et de la croissance. Alors, sommes-nous en programme avec les fonds? Non, nous ne sommes pas en programme. Serons-nous en programme avec les fonds monétaires? Ce sont des projections. Pour le moment, nous ne sommes pas encore en programme, mais nous avons été avec vous, M. Willy Kalenga, à New York et à Washington. Vous avez été avec nous, avec Mme Christine Lagarde, et vous l'avez entendu féliciter le gouvernement congolais dans ses performances considérées comme d'exceptionnelles. Vous étiez présent. Je ne vais pas inventer les mots que vous n'avez pas entendus. Tout récemment, j'ai eu un entretien téléphonique professionnel avec Mme Christine Lagarde, qui est revenue sur les appréciations exceptionnelles du gouvernement congolais en 2013. Les institutions comme le Fonds monétaire international sont des institutions qui ont un degré de professionnalisme très élevé. Que le fonds soit avec vous en programme, qu'il ne soit pas avec vous en programme, ceci ne peut pas l'empêcher de vous féliciter. Comme c'est le cas ici. Ici, quand on n'est pas avec le gouvernement, quand on ne l'aime pas, même s'il fait du bien, on dit que c'est du mal. Ce n'est pas le cas pour le Fonds monétaire international. La croissance, monsieur le journaliste, c'est une croissance inclusive, celle que nous faisons aujourd'hui. Parce que c'est une croissance qui nous permet de construire les écoles, qui nous permet de construire les routes, les hôpitaux, comme on ne l'a pas fait il y a quelque temps, qui nous permettent d'augmenter même les salaires, même si c'est modeste, qui nous permettent de construire autre chose, même les bâtiments du gouvernement, que certaines personnes critiquent, mais on construit les bâtiments pour le gouvernement, pour que les ministres et les fonctionnaires travaillent dans des conditions décentes. C'est de la responsabilité des pouvoirs publics. Donc, c'est une croissance inclusive, M. Willy Kalenga. Cette rigueur d'aujourd'hui, c'est une rigueur sociale. Le phare qui nous parle des prix des biens alimentaires bon marché à Massis. Vous avez raison. Moi, j'ai été à Massis il n'y a pas longtemps. Mais j'ai évoqué ici les problèmes d'amélioration des infrastructures. Ce qui permettra aux produits alimentaires qui sont récoltés à l'intérieur du pays atteignent le point de consommation à des prix abordables, c'est avec l'amélioration des infrastructures routières. C'est ce que nous sommes en train de faire. Je vois le ministre Kassouchi qui est ici présent. Il est l'artiste du programme de réunification routière. Nous sommes en train de travailler pour améliorer la circulation routière à l'intérieur du pays. Et c'est ça qui va permettre la circulation des biens. Et aujourd'hui, le pays est moins enclavé qu'il ne l'était il y a quelques années, vous le savez. Parce que quitter ici pour arriver à Bandung, il fallait une semaine. Quitter ici pour arriver à Matadi, il fallait une semaine. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais nous travaillons pour réunifier l'ensemble du pays et je crois qu'à l'issue de ce programme, vous serez à mesure de consommer les fromages de Masisi comme vous le voulez, non pas les fromages venant de l'Europe. L'AFP nous pose la question, je crois que j'ai en partie répondu à cette question, que nous faisons des succès sans le Fonds monétaire international. L'image que j'ai donnée l'autre fois, je peux la répéter, cher ami de l'AFP. Le Fonds monétaire peut être considéré comme un médecin de la maladie économique. L'objectif du Fonds monétaire, c'est de veiller à la stabilité macroéconomique internationale, de veiller à une harmonisation des politiques monétaires d'échange pour garantir une croissance économique dans le monde, des échanges dans le monde. Voilà l'objectif
du Fonds monétaire international. Ceci procède d'un dérèglement qui a prévalu vers les années 40. Mais vous savez, messieurs de l'AFP, lorsque vous êtes responsable, vous ne tombez pas malade. Et lorsque vous ne tombez pas malade, vous pouvez passer un peu de temps sans consulter votre médecin. Parce que le Fonds monétaire international nous félicite pour les taux d'inflation exceptionnels que nous réalisons dans le continent africain. Parce que le Fonds monétaire nous félicite pour une stabilité exceptionnelle de notre cadre macroéconomique. Est-ce que nous devons nous en fâcher? Non. Nous ne pouvons pas rougir parce que nous réalisons des succès. Mais, comme vous l'avez dit, nous sommes en étroit contact avec le Fonds monétaire international et le moment venu, lorsque les négociations ou les concertations seront très avancées et que le programme se pointera à l'horizon, on vous le dira. Mais parce que nous ne sommes pas en programme avec les fonds, nous ne pouvons pas croiser les bras. Nous travaillons. Nous rompons donc avec cette habitude que si on n'est pas avec les fonds monétaires, donc on doit avoir des taux d'inflation élevés, des taux d'échange. Non. Nous voulons aussi changer. Et nous changeons. Et vous le constatez. M. Bakara parle de la réussite d'un programme qui doit avoir l'adhésion populaire. Qu'est-ce que nous faisons pour avoir l'adhésion populaire? Mais qu'est-ce que la population cherche? La population cherche l'amélioration du social, n'est-ce pas? Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous vous avons dit que la rigueur du président Kabila, mise en œuvre par son gouvernement devant vous, c'est une rigueur sociale. Parce que c'est une rigueur qui produit les écoles, comme cela n'a jamais été. C'est une rigueur qui produit les hôpitaux, équipe les hôpitaux, les centres de santé. Une rigueur qui produit les transports. Une rigueur qui produit la stabilité macroéconomique, profitable, plus à ceux qui ne voient pas les dollars. L'adhésion populaire. Messieurs les journalistes, c'est vous qui devez faire les sondages pour savoir qu'est-ce que la population pense. Mais si je me réfère au sondage, le point, il dit que la population adhère à l'action du gouvernement. Ah, si vous avez un sondage contraire, vous pouvez nous le produire. Mais moi, je me réfère au sondage qui existe. Ce sondage-là indique que le gouvernement fait du bon travail. Donc, nous avons l'appui du gouvernement dans ce que nous, enfin, de la population dans ce que nous sommes en train de faire. Ici, au Moranyama RTNC de développement, vous avez moralisé, c'est bien. Mais moi, j'aime toujours dire que, comme disent les journalistes, le train arrive tous les jours à 8h. S'il continue à arriver à 8h, il n'y a pas d'information. Donc, moi, je préfère m'attarder sur ce qui ne va pas. C'est vrai qu'à vous entendre, c'est comme si tout est parfait. Je ne sais pas s'il y a des choses qui n'ont pas marché. Ça, c'est juste avant que je me pose ma petite question. Est-ce que y a-t-il lieu d'améliorer tant soit peu les salaires des enseignants particulièrement parce que c'est bien, la bancarisation existe, nous touchons parfois s'il y a des enseignants qui se fâchent. Pourquoi les salaires est arrivé aussi tôt que cela? Comme le mois dernier, le mois de décembre, on a touché les 10, mais c'est un salaire qui n'est pas ce qui doit être. Les professeurs sont très bien payés, ce n'est qu'un exemple, et les assistants ont 150 000 francs congolais, alors qu'un prof touche plus de 2 millions, si je ne me trompe pas. Et en passant, les militaires aussi se plaignent. Pouvez-vous améliorer leurs conditions? Merci. La rigueur a produit la stabilité, la rigueur a produit la construction, la rigueur a produit. Monsieur le Premier ministre, pourquoi la rigueur ne récupère pas les écoles de l'État spoliées, squattées, où les écoles n'existent plus? En lieu et place des écoles, on a construit des immeubles de luxe. Et il y a même deux quartiers qui ont remplacé les écoles. Je peux citer l'Institut de la Gombe, l'école Montésar à Lingouara.
il y a une statistique de plus de 50 écoles de l'État spoliées aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette rigueur ne récupère pas ces écoles jusqu'aujourd'hui? C'est une question que j'avais posée lors de la conférence bilan de l'année 2013. Mais je n'avais pas de réponse. Et jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas encore satisfait. Alors, Michel Anissé de RTNC Développement se pose la question s'il n'y a pas moyen d'améliorer les conditions salariales des fonctionnaires. Il se pose la question pourquoi est-ce que le salaire est payé très tôt. Et il cite même la date du 10. Mesdames et messieurs de la presse, nous devons savoir ce que nous cherchons. Il y a quelque temps, vous étiez les premiers à souligner le fait que les fonctionnaires sont payés en retard. Et vous étiez même les premiers à aller voir des ambassades pour leur dire, bon voilà, le gouvernement est irresponsable. Et nous recevions les retours, non pas des journalistes, mais des ambassades. Aujourd'hui, nous avons récupéré les retards, grâce à cette politique de rigueur à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure, pour que, au lieu que les fonctionnaires soient payés avec un retard de 60 jours, les fonctionnaires soient payés à la fin du mois. Nous n'avons jamais reçu de médailles de la presse là-dessus. Jamais. Mais quand on ne payait pas régulièrement, on parlait du salaire payé en retard. Savez-vous, mesdames et messieurs de la presse, lorsqu'une enveloppe salariale revient à 120 milliards de francs congolais, à peu près en dollars, 125 ou 130 millions de dollars américains par mois, lorsque un gouvernement récupère le retard d'un mois de salaire, ça veut dire tout simplement, parce que vous êtes des professionnels, ça veut dire que le gouvernement a dégagé des économies de près de 130 millions de dollars américains. Au lieu de les affecter aux écoles, au lieu de les affecter à l'amélioration substantielle du revenu, le gouvernement les affecte à absorber le déficit qui a été créé. Ça, c'est très important que vous le sachiez, parce qu'on ne récupère pas les retards par un coup de baguette magique. Aujourd'hui, nous avons franchi le premier cap en vous payant à la fin du mois. Mais comment sommes-nous partis du 30 au 10? Ça, vous ne nous posez pas la question. J'aurais souhaité, vous qui êtes de la chaîne développement, vous puissiez dire, monsieur le Premier, comment vous êtes arrivé d'y passer de 60 à 30, de 30 à 10? Par quelles ressources nous vous payons aujourd'hui les 10 sans créer de l'inflation, sans créer du taux d'échange qui bouge? Ça, c'est la magie du développement, monsieur Anissé. Vous devez apprendre la magie du développement. Les jours et non pas la nuit. Il faut féliciter les chefs de l'État. Il faut le féliciter parce que là où il y a des progrès, il faut le dire. Vous oubliez que dans ce même pays ici, les professeurs d'université auxquels vous avez fait allusion, je sais qu'il y a des professeurs ici, ils touchaient 30 $. Et à l'improviste, je vois le professeur Mbunga acquiescer ici. À l'improviste, comme les grognons. Mais nous tous, nous avons été à l'université ici, l'université de Kinshasa ici. 30 $ le professeur d'université et le salaire à l'improviste. C'est sous quel régime que le salaire est payé maintenant régulièrement. Et vous savez, nous n'avons pas honte de le dire, le salaire du professeur congolais est parmi les meilleurs de l'Afrique centrale ici. Le salaire auquel vous avez fait allusion. Vous avez cité les salaires de 150 millions de francs. 150 000 francs pour les assistants. Combien touchait un assistant en 2001 lorsque le président Kabila parlait? C'était 10 $. Si vous étiez encore assistant, enfin, si vous étiez assistant à l'époque, 10 $ à l'improviste. Non.
soyons quand même honnêtes et ayons le courage d'accepter les évidences. C'est ça aussi le professionnalisme. Dire la vérité lorsqu'il faut dire la vérité. Comme le Fonds monétaire le fait. Donc, il faut être patient. Parce que chaque année, il y a des augmentations qui sont prévues. Ne faisons pas comme à l'époque, où un Premier ministre a multiplié les salaires des fonctionnaires par 100 et il a obtenu un taux d'inflation de 4000%. Résultat, c'est que les salaires étaient avec un pouvoir d'achat inférieur à celui d'avant multiplication fois 100. Est-ce que c'est ce que vous cherchez? Non. En tout cas, posez la question à la maman maraîchère, elle dira non. Molière parle des établissements scolaires spoliés et sur lesquels poussent des immeubles. Pourquoi la rigueur ne s'applique pas? Messieurs les journalistes, c'est un problème que nous sommes en train de traiter. Vous savez, les affaires d'État ne se traitent pas comme on traite les spectacles. On y va progressivement et froidement. Et on réalise des progrès. Nous ne pouvons pas traiter de questions aussi délicates comme si on traitait un film. Non. Les spectacles, c'est autre chose. Les affaires d'État se traitent froidement, dans le respect des règles, des procédures. Parce que vous serez les premiers à venir nous dire « Ah, ici ce n'est pas un état de droit. Comment quelqu'un a construit, il a des certificats. » Vous, il suffit qu'un journaliste, il suffit qu'un opérateur vous appelle pour critiquer l'État. Même là où c'est vert, vous dites c'est rouge. Nous connaissons les démolitions. Lorsque quelqu'un construit sur un territoire ou un terrain où on ne peut pas construire, aucun journaliste ne parle. Quand on détruit, on parle. Quand l'eau de la pluie vient amener la maison, oh, voilà, le gouvernement n'a rien fait. Vous devez aussi dire à la population qu'il y a des endroits où on ne peut pas construire. Il faut le dire, parce que c'est ça aussi votre rôle, éduquer la population, et non pas seulement s'attaquer au gouvernement. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, encore une fois, je vous remercie pour avoir accepté de répondre à notre invitation, afin d'échanger avec vous sur des questions importantes, relatives notamment au bilan de l'exercice 2013 et aux perspectives 2014. Je vous remercie encore une fois pour votre attention. Je connais une banque qui est ouverte 24 heures sur 24. Une banque qui évolue avec son temps et fournit les mêmes solutions bancaires que les meilleurs de ce monde. Grâce à ses conditions maximales de sécurité et à sa réputation d'innover dans le secteur bancaire, avoir le contrôle sur vos transactions devient encore plus facile. D'un simple clic avec Ramp Online, faites vous-même toutes vos transactions. Transférez de compte à compte de votre banque vers une autre partout en RDC et même à l'étranger.